Papa, puis-je partager ma nourriture avec cette pauvre petite fille? Ce que fait ensuite ce papa milliardaire choque tout le monde dans le restaurant. La faim était tellement douloureuse que Molly pouvait à peine tenir debout. Ses petits pieds nus étaient froids contre le béton glacé du trottoir. Elle appuya son visage contre la fenêtre du restaurant, laissant une marque brouillée sur le verre propre. À l'intérieur, il y élodiette, tellement de luxe que ses yeux bleus clairs, élodiens du mal à tout assimiler. Des tables couvertes de nappes blanches, des couverts brillants, des assiettes fumantes et l'odeur. L'odeur de la nourriture faisait encore plus souffrir son estomac. À une table près de la fenêtre, une petite fille blonde du même âge qu'elle mangeait lentement, parlant avec un homme bien habillé en costume. Molly observait chaque bouchée, élodiant difficilement à chaque mouvement. Quand est-ce que j'ai mangé quelque chose de chaud pour la dernière fois? Elle ne s'en souvenait pas. La petite fille à l'intérieur du restaurant. Élodiette des cheveux dorés qui brillaient sous la lumière des lustres. Ses yeux bleus étaient semblables à ceux de Molly, mais il y élodiait quelque chose de différent en eux. De la joie, de la sécurité, des choses que Molly élodiait perdues il y a longtemps. « Papa, il y a une fille qui nous regarde, » dit Élodie en pointant discrètement vers la fenêtre. Pierre Laurent leva les yeux de son téléphone, agacé par l'interruption. Le samedi était son seul jour libre avec Élodie, mais même ainsi, le Trélodier ne s'arrêtait jamais. Il possédait l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville. L'argent n'était pas le problème, le temps l'était. « Ton lasagne, Élodie » répondit-il automatiquement en retournant à son téléphone. Mais Élodie ne pouvait pas arrêter de regarder. Il y élodiait quelque chose chez la fille à la fenêtre qui la mettait mal à l'aise. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent à travers le verre, Élodie vit quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Tristesse, faim, solitude. Molly hésita, puis fit un geste timide. Élodie lui répondit avec un large sourire. « Regarde, elle a faim, papa. » Pierre marmonna sans quitter son écran. Le restaurant était plein en ce samedi ensoleillé. Des familles riches déjeunaient, riaient, célébraient. Les serveurs se hâtèrent de table en table. Le bruit des conversations se mêlait au tintement des couverts contre la vaisselle fine. Élodie continua de regarder la fille. Elle était trop maigre. Ses vêtements, qui Élodie probablement étaient blancs, étaient maintenant gris de saleté. Mais c'étaient ses pieds nus qui attiraient le plus l'attention d'Élodie. Comment quelqu'un pouvait-il marcher dans la rue sans chaussures? « Papa, puis-je partager ma nourriture avec cette pauvre petite fille? » La question fit lever complètement la tête de Pierre. Il regarda où Élodie pointait et aperçut l'enfant pressé contre la fenêtre. D'autres clients dans le restaurant commencèrent à remarquer et à murmurer entre eux. Certains froncèrent les sourcils et étaient clairement agacés. « Ma chérie, elle ne peut pas entrer ici, » dit Pierre en retournant à son téléphone. « C'est un restaurant. » « Mais elle a faim, » insista Élodie avec son entêtement caractéristique. « Regarde comment elle fixe la nourriture. » Pierre soupira. C'était son jour de congé. Il ne voulait pas de complications, de disputes ou de situations gênantes. Il voulait juste passer un déjeuner paisible avec sa fille et rentrer chez lui. Maman disait toujours que partager, c'est bien, continua Élodie. Les paroles de Maria résonnèrent dans l'esprit de Pierre. Sa femme était morte il y a 2 ans, dans un accident de voiture. Depuis, lui et Élodie essayèrent de trouver une nouvelle routine, un nouveau mode de vie. Le samedi, ils sortaient toujours déjeuner. C'était leur tradition. « Papa, juste une fois, » insista Élodie. Il y élodiait quelque chose dans la voix de Élodie que Pierre reconnut. C'était la même détermination que Maria Élodiette eut lorsqu'elle voulait aider quelqu'un, les mêmes yeux bleus pleins de compassion. Pierre regarda à nouveau la fille à la fenêtre. Elle était toujours là, immobile,
comme une petite statue fragile. Ses yeux bleus ne quittaient pas l'assiette de Élodie. « S'il te plaît, » répéta Élodie. Pierre mit son téléphone dans sa poche et fit signe au serveur. L'homme s'approcha rapidement. Cette petite fille dehors? Pierre hésita. Ma fille voudrait l'inviter à déjeuner avec nous. Le serveur regarda par la fenêtre, puis vers le responsable derrière le comptoir. Plusieurs clients observèrent la situation avec curiosité. Le responsable n'élodiait pas l'air très heureux, mais il hocha la tête à contre-cœur. « Bien sûr, monsieur Laurent, je vais la chercher. » Le serveur sortit par une porte latérale et revint quelques minutes plus tard avec la petite fille. De près, elle semblait encore plus petite et plus vulnérable. Ses cheveux blonds étaient en désordre et sales. Ses vêtements étaient déchirés à certains endroits, mais c'était l'odeur que Pierre remarqua en premier. Un mélange de saleté et de peur. Molly s'arrêta à l'entrée du restaurant, ses yeux grands ouverts, scannant l'environnement luxueux. Elle n'était jamais allée dans un endroit comme celui-ci, avec ses gens bien habillés, ses lustres étincelants, cette odeur de nourriture délicieuse. C'est comme un rêve. Tout le monde me regarde, murmura-t-elle au serveur en reculant d'un pas. Effectivement, plusieurs personnes la regardaient avec curiosité et certains avec une claire désapprobation. Une vieille dame murmura quelque chose à son mari, secouant la tête négativement. « Tu peux t'asseoir avec nous ?» dit Élodie rapidement, se levant de sa chaise et agitant la main. « Je vais commander de la nourriture pour toi. » Pierre remarqua les murmures autour d'eux et décida d'agir. « Viens, » dit-il en se levant et en tirant une chaise. Sa voix était ferme et assez forte pour que les tables voisines entendent. « Tu es notre invité. » Les regards se détournèrent. Molly s'approcha lentement, comme un animal effrayé. Elle s'assit au bord de la chaise, prête à fuir à tout moment. « Et comment tu t'appelles ?» demanda Élodie, excitée. Elle chuchota sans lever les yeux du sol. « Je m'appelle Molly, et voici mon papa, Pierre. » Molly acquiesça timidement. Pierre fit signe au serveur. « Pourriez-vous apporter une autre assiette de lasagne, s'il vous plaît, et un jus d'orange? »« Pour moi ?» demanda Molly, levant enfin les yeux. Ses yeux étaient du même bleu clair que ceux de Élodie, mais il y était une tristesse dans son regard qui fit mal au cœur de Pierre. « Pour toi » confirma Pierre. Lorsque la nourriture arriva, Molly regarda l'assiette comme si elle était en or. Elle prit la fourchette avec déférence et goûta un petit morceau. Ses yeux s'écarquillèrent de plaisir. Puis elle commença à manger, trop vite, élodilant de grosses bouchées sans bien mâcher, comme si quelqu'un pouvait lui prendre son assiette à tout moment. Ses mains protégeaient instinctivement la nourriture. « Wow, tu as vraiment faim !» observa Élodie, impressionnée. « Tu peux prendre ton temps, » dit doucement Pierre. « Personne ne va te prendre ta nourriture. Si tu veux plus, je le commande. » Molly s'arrêta de manger et le regarda, un mélange de suspicion et d'espoir dans les yeux. « Vraiment? Vraiment? » Elle retourna à manger, mais un peu plus lentement. Pierre observa en silence, essayant de deviner quand Élodie était son dernier repas décent. D'après son apparence, cela faisait des jours. « Tu habites par ici ?» demanda Élodie, toujours curieuse. Molly arrêta de mâcher et regarda son assiette. « Je n'habite nulle part. »« Que veux-tu dire ?» interrompit doucement Pierre. « Laisse-la manger tranquille. » Mais Élodie resta fascinée par sa nouvelle connaissance. « Tu veux voir mon dessin ?» demanda Élodie, en prenant un morceau de serviette sur lequel elle élodiait de griffonner avec des crayons de couleur. « C'est notre maison. » Molly regarda le dessin avec un intérêt sincère. « 2 bonhommes dessinés devant un carré avec un triangle pour toi. »« C'est joli, » dit-elle doucement. « Nous avons un grand jardin et une piscine, » continua Élodie. « Et ma chambre est rose avec des licornes. »
Molly sourit pour la première fois depuis son arrivée. Un sourire timide, mais réel. « Que dirais-tu d'un dessert ?» demanda Pierre. « Ils ont de la glace ici. » Les yeux de Molly s'illuminèrent. « De la glace? 2 glaces au chocolat ?» Élodie commanda avec enthousiasme. Lorsque la glace arriva, les 2 filles mangèrent ensemble, parlant doucement. Élodie parla de son école, de ses dessins animés préférés, de ses poupées. Molly écoutait, posant des questions de temps en temps. Pierre regardait la scène avec un étrange sentiment dans la poitrine. Cela faisait longtemps qu'il n'élodiait pas vu Élodie aussi joyeuse et bélodierde. Depuis la mort de Maria, la fille était devenue plus calme, plus réservée. Mais là, en parlant avec Molly, elle était redevenue l'enfant joyeuse qu'elle Élodie ait été. « Tu as des poupées ?» demanda Élodie. Molly secoua la tête. « Non. » Il n'y élodiait pas de tristesse apparente, comme si elle n'élodiait jamais, espérait avoir des jouets. « J'en ai plein. Quand tu viendras chez moi, tu pourras jouer avec elle. » Pierre ressentit un pincement au cœur. Élodie faisait des projets, créait des attentes. Mais quelles étaient les chances qu'il revoie Molly? Après presque 2 heures, Pierre regarda sa montre. Le restaurant commençait à se vider. « Il faut qu'on y aille, Élodie. » Déjà, Élodie fit la moue. Mais je parlais à Molly. « Il se fait tard. » Élodie se tourna vers Molly avec une vraie tristesse. « C'était vraiment agréable de te rencontrer. »« Moi aussi, » dit Molly, sa voix remplie d'émotion. « Merci beaucoup pour la nourriture. » Les 2 filles se levèrent. Un moment, elles se regardèrent, incertaines sur la façon de dire au revoir. « Au revoir, Molly, » dit Élodie, lui offrant un câlin spontané. Molly rendit l'étreinte, serrant Élodie contre elle comme si elle voulait s'accrocher à ce moment pour toujours. « Au revoir, Élodie. » Molly se tourna vers Pierre, les yeux brillants de larmes non versées. « Merci, monsieur. C'était le meilleur déjeuner de ma vie. » Cette simple phrase frappa Pierre comme un coup au ventre. Le meilleur déjeuner de ma vie? Un repas, ordinaire pour lui. Élodie était le point culminant de la vie d'un enfant. C'était un plaisir de te rencontrer, Molly. Elle sourit une dernière fois, leur fit un signe de la main et se dirigea vers la porte. Élodiant de partir, elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule, comme pour mémoriser cet endroit. Ces gens qui, Élodiette était gentille avec elle. Et puis, elle disparut, se fondant dans la foule de la rue, comme si elle n'Élodie jamais existé. Élodie resta appuyée contre la fenêtre pendant plusieurs minutes, cherchant Molly sur le trottoir animé. « Est-ce qu'on va la revoir, papa ?» Pierre ne s'élodiait pas quoi répondre. Les enfants de la rue apparaissaient et disparaissaient chaque jour dans la ville. Les chances étaient minces. « Je ne sais pas, ma chérie. » Elle semblait tellement seule, dit Élodie, toujours en regardant la rue. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Élodie resta silencieuse un moment. Pierre pensa qu'elle Élodie ait oublié cette rencontre, mais puis elle parla. « Papa, elle a un chez-soi. » « Je ne sais pas, Élodie. Elle a quelqu'un ?» Pierre hésita. Comment expliquer l'abandon et la solitude à une enfant de 5 ans? Je ne sais pas non plus. Elle semblait tellement seule. Élodie fit une pause, pensive. Comme moi, quand maman est partie. Ces mots frappèrent Pierre comme un éclair. Sa fille n'élodie jamais exprimé ses sentiments au sujet de la mort de sa mère de manière aussi directe. Et maintenant, elle comparait sa propre solitude à celle d'une fillette des rues. « Tu t'es sentie seule quand maman est morte ?» demanda-t-il doucement. « Parfois, surtout la nuit. Même avec toi, papa, je me sentais seule. » Pierre sentit quelque chose se réveiller dans sa poitrine, un mélange de culpabilité, de tristesse et d'une autre émotion qu'il ne parvenait pas à identifier.
Il s'était tellement concentré sur son trélodier et sur la stabilité financière qu'il n'élodit peut-être pas remarqué la solitude de sa propre fille. Et Molly n'a même pas de papa ni de maman, continua Élodie. Ça doit être bien pire. Elle a dit que c'était le meilleur déjeuner de sa vie. Papa, elle l'a vraiment dit. C'est triste, non? Pierre regarda sa fillesse dans le rétroviseur. Ses yeux bleus étaient emplis d'une compréhension bien trop profonde pour une enfant de 5 ans. Oui, c'est très triste. J'aimerais qu'elle ait une famille comme la nôtre. Quelque chose de fort bougea en lui. Il ne s'élodiait pas ce que c'était exactement, mais c'était puissant. Comme si quelque chose s'était éveillé pendant ce déjeuner. Quelque chose d'endormi depuis la mort de Maria. Peut-être qu'elle en a une, ma chérie. On ne connaît pas toute son histoire. Mais si elle n'en a pas... Élodie fit une pause. On pourrait l'aider, non, papa? Comment? Je ne sais pas, mais on pourrait. Pierre ne répondit pas, mais les paroles de sa fille résonnèrent dans son esprit pendant tout le trajet du retour. En arrivant à la maison, Élodie courut dans sa chambre pour jouer. Pierre resta dans le salon, regardant par la fenêtre. La maison était trop silencieuse. Elle l'était toujours les week-ends. C'était un grand manoir avec des jardins impeccables, une piscine, tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais il y manquait la vie, le rire, la chaleur humaine. Depuis la mort de Maria, Pierre s'était refermé sur lui-même. Il trélodiait trop, sortait peu, vivait uniquement pour Élodie et pour son entreprise. Il élodiait de construire une routine sûre et prévisible, sans surprise, sans émotion forte. Mais ce déjeuner, Élodie fissurait cette routine. L'image de Molly, collée à la vitre, ses yeux affamés, son sourire timide en mangeant la glace, et surtout ses derniers mots. C'était le meilleur déjeuner de ma vie, ne cessait de le hanter. Il se demandait où Molly dormirait ce soir-là, si elle aurait froid, si elle aurait peur, si quelqu'un dans le monde se souciait d'elle. Et il se demanda quel genre d'homme il était devenu, lui qui dînait dans une maison luxueuse pendant qu'une enfant de l'âge de sa fille dormait dans la rue. Quelque chose de fort bougeait en lui. Il ne s'élodiait pas ce que c'était, mais c'était impossible à ignorer. C'était comme si une graine élodite était plantée pendant ce déjeuner. Une graine qui commençait à germer, même s'il ne s'élodiait pas encore, quel arbre en sortirait. Dans sa chambre, Élodie jouait avec ses poupées, mais ses paroles parvinrent jusqu'au salon. « Tu t'appelles Molly, d'accord? Et comme tu n'as pas de maison, tu peux vivre ici avec moi. » Pierre ferma les yeux. Quelque chose de fondamental. Élodie changeait. Ce déjeuner. Élodie vraiment tout changé. Il ne s'élodiait juste pas encore comment. Le dimanche matin, Pierre se réveilla en pensant à Molly. Il élodiait rêver de ses yeux fatigués toute la nuit. Dans la cuisine, en préparant le petit déjeuner, il ne cessait de repenser à ces mots. C'était le meilleur déjeuner de ma vie. Élodie descendit en pyjama, les cheveux en bataille. « Bonjour, papa. »« Bonjour, ma chérie. Tu veux des pancakes? »« Oui, papa. Tu crois que Molly a bien dormi cette nuit? » La question le prit au dépourvu. Il s'arrêta de remuer la pâte et regarda sa fille. « Pourquoi tu penses à ça? » « J'y ai pensé toute la nuit. Où a-t-elle dormi? Est-ce qu'elle, Élodie est froid? Quelqu'un s'est-il occupé d'elle? » Pierre servit les pancakes, mais Élodie n'y toucha presque pas. Elle a dit qu'elle ne vivait nulle part. Tu te souviens? Je me souviens. Alors, où dort-elle? Pierre soupira. Comment expliquer à une enfant de 5 ans qu'il y élodiait des enfants qui dormaient dans la rue, dans des endroits différents chaque nuit? Quel genre d'endroit, papa? Je ne sais pas exactement. Élodie resta silencieuse un moment, poussant son pancake sur l'assiette. Papa, on peut aller la chercher. La chercher où, ma chérie? Au restaurant. Peut-être qu'elle y retournera. Pierre hésita. Une partie de lui voulait aussi savoir si Molly allait bien.
mais une autre craignait de s'impliquer encore, d'Élodie en Tage. « S'il te plaît, papa, juste pour voir si elle va bien. » Les yeux bleus d'Élodie étaient pleins d'une inquiétude sincère. C'était la même expression que Maria Élodiette lorsqu'elle s'inquiétait pour quelqu'un. « D'accord, on ira jeter un coup d'œil là-bas. » Le visage d'Élodie s'illumina. « Vraiment? Vraiment? Mais juste pour voir si elle va bien. » D'accord. 1 heure plus tard, ils étaient en voiture, en route vers le centre-ville. Élodie regardait anxieusement par la fenêtre, cherchant une petite fille blonde à chaque coin de rue. « Là !» cria-t-elle soudain. « C'est elle !» Pierre regarda dans la direction qu'elle montrait. C'était bien une enfant, mais elle Élodie les cheveux foncés et semblait plus âgée. « Ce n'est pas elle, ma chérie. »« Et là-bas ?» dit Élodie en montrant un autre endroit. « Non plus. » Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, Pierre gara sa voiture de l'autre côté de la rue, et ils observèrent. C'était un dimanche matin, donc l'établissement était fermé. La rue était plus calme que la veille. « Elle n'est pas ici, » dit Élodie, déçue. « Allons nous promener dans le coin, » proposa Pierre. Ils sortirent de la voiture et commencèrent à marcher. Le centre-ville était différent le week-end. Moins de circulation, plus de sans-abri visibles dans les coins et les parcs. « Papa, regarde ces gens, » dit Élodie, en montrant un groupe d'adultes assis sous un auvent. « Je les vois. Est-ce qu'ils sont sans-abri aussi? On dirait bien. Pourquoi certaines personnes sont-elles sans-abri? » Pierre ne s'élodiait pas comment répondre. Comment expliquer l'inégalité sociale, la pauvreté et la négligence à un enfant? C'est compliqué, Élodie. Parfois, la vie devient difficile pour certaines personnes. Ils marchèrent encore 2 blocs sans trouver Molly. Pierre commença à penser qu'il ne la trouverait pas. La ville était grande, et un enfant seul pouvait être n'importe où. « Regarde là-bas. » Élodie désigna une ruelle. « Non, Élodie, revenons à la voiture. » « Mais si elle est là, les ruelles ne sont pas des endroits sûrs. S'il te plaît, juste un coup d'œil rapide. » Pierre hésita. La ruelle ne semblait pas dangereuse. Il faisait grand jour, et Élodie ne se sentirait tranquille que si elle était certaine. « D'accord, mais reste bien près de moi. » Ils entrèrent lentement dans la ruelle. Il y élodiait des poubelles et des cartons éparpillés partout. L'odeur n'était pas agréable. Pierre allait suggérer de faire demi-tour quand il entendit un bruit. Quelqu'un fouille dans une des poubelles. « Papa, il y a quelqu'un là-bas » chuchota Élodie. Pierre vit une petite silhouette penchée sur la poubelle, cherchant quelque chose. Des cheveux blonds en désordre, les mêmes vêtements sales que la veille. « Molly !» appela Élodie. La fille se tourna, surprise, prête à fuir. Quand elle vit Pierre et Élodie, elle s'arrêta, mais resta tendue. « Salut, Molly !» dit Élodie en courant vers elle. « Élodie, ralentis !» prévint Pierre. Molly les regarda avec méfiance. Ses mains étaient sales de détritus, et elle sentait mauvais. Elle Élodiette trouvait un morceau de pain rassis qu'elle tenait comme un trésor. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle. « Nous sommes venus te chercher. » répondit Élodie avec enthousiasme. « Je me faisais du souci pour toi. »« Du souci pour moi? » ?»« Oui, je voulais savoir si tu as bien dormi, si tu n'élodiais pas froid. » Molly la regarda comme si elle venait d'une autre planète. Personne ne s'était jamais inquiété pour elle au par élodien. Pierre s'approcha lentement et s'agenouilla à la hauteur de Molly. De près, il pouvait voir qu'elle était encore plus sale qu'hier. Ses yeux étaient fatigués, comme si elle n'élodiait pas bien dormi. « Tu as passé la nuit ici ?» lui demanda-t-il doucement. Molly secoua la tête. « Non. »« Où as-tu dormi ?»« Dans le parc, sous un banc. » Pierre sentit son cœur se serrer. Un enfant de 5 ans. Élodie dormit dehors, seule dans un parc de la ville. « Tu élodiais froid ?»« Un peu, mais je me suis couvert avec un journal. »« Molly, » dit Pierre,
sa voix douce mais ferme. « Pourquoi veux-tu venir avec nous aujourd'hui? » Molly recula, méfiante. « Où ça? »« Chez nous, » répondit rapidement Élodie. « Tu pourras prendre un bain, manger un repas chaud et jouer avec mes poupées. » « Pourquoi vous feriez ça? » La question était simple, mais pleine de méfiance. Molly Élodiette apprit très tôt que lorsque les adultes offrirent des choses, ils voulaient généralement quelque chose en retour. « Parce que tu as besoin d'aide, » répondit Pierre honnêtement. « Et parce que ma fille s'est inquiétée pour toi toute la nuit. »« Je me suis vraiment inquiétée, » confirma Élodie. « Je pensais à toi, si tu allais bien, si tu Élodie Esper. » Molly regarda de Pierre à Élodie, traitant l'information. Quelqu'un s'était soucié d'elle. Quelqu'un était venu la chercher. « Vous ne ferez rien de mauvais avec moi, n'est-ce pas? »« Bien sûr que non, » répondit Élodie. « Nous voulons juste t'aider. » Pierre tendit la main vers Molly. « Tu peux nous faire confiance. Nous voulons juste que tu sois en sécurité et bien nourrie aujourd'hui. » Molly regarda la main tendue. Puis elle regarda le morceau de pain rassis qu'elle tenait dans ses mains. Ensuite, elle fixa les yeux de Pierre. Il y élodiait quelque chose dans ses yeux. Elle reconnut la gentillesse véritable. « D'accord, » dit-elle doucement. Élodie cria de joie. « Youpi, tu vas adorer notre maison. » Dans la voiture, Molly était assise sur la banquette arrière, à côté d'Élodie, mais collée contre la portière, toujours sur ses gardes, prête à fuir si nécessaire. Élodie, elle, parlait sans arrêt, montrant du doigt le quartier par la fenêtre, parlant de son école, de ses amis et de la maison. « Notre maison est grande. Il y a une piscine bleue et un jardin avec des fleurs, et ma chambre a un lit qui ressemble à celui d'une princesse. » Molly écoutait tout cela en silence, les yeux écarquillés, impressionnée. Elle n'élodie jamais, mit les pieds dans une maison aussi grande. Lorsqu'ils arrivèrent dans le quartier résidentiel, ses yeux s'agrandirent encore. Les maisons étaient immenses, avec des pelouses parfaitement tondues et des voitures de luxe dans les allées. « C'est là, » dit Élodie, en montrant une grande maison blanche au jardin soigné. Une fois entrée, Molly resta figée dans l'entrée, bouche bée. La maison était plus grande que tous les endroits où elle élodiait vécu. Il y élodiait un escalier en colimaçon, des lustres étincelants et des tableaux sur les murs. « Molly, ça va? » demanda Élodie. « C'est tellement grand, » murmura-t-elle. « Tu veux voir ma chambre? » Mais Pierre intervint doucement. « D'abord, elle a besoin d'un bon bain, et ensuite, on lui trouvera des vêtements propres. » Élodie prit alors la main de Molly et l'emmena à l'étage, vers la salle de bain à l'étage. La salle de bain était plus grande que n'importe quelle pièce dans laquelle Molly Élodie ait jamais dormi. La baignoire était blanche et brillante avec des robinets dorés. « Tu sais te baigner toute seule? » demanda Élodie. « Oui, » répondit Molly, toujours impressionnée par le luxe qui l'entourait. « Je vais demander à papa d'apporter des serviettes propres et du shampoing. Prends ton temps, d'accord, pour bien te débarrasser de toute la saleté. » Pendant que Molly se baignait, Pierre chercha des vêtements qui pourraient lui aller. Élodie élodiait quelques petites affaires qui pourraient te convenir. Il prépara aussi une collation, des sandwichs, des fruits et du lait. 40 minutes plus tard, Molly descendit les escaliers, méconnaissable. Ses cheveux blonds brillaient, propres. Sa peau rosée sentait bon. Elle portait un t-shirt rose de Élodie, qui était un peu grand, mais convenait bien. « Wow, tu es magnifique !» s'exclama Élodie. « Je ressemble à une princesse », sourit Molly timidement. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie propre qu'elle Élodie oubliait à quel point cela faisait du bien. « Tu dois avoir faim, » dit Pierre. « J'ai préparé une collation. » Dans la cuisine, Molly mangea lentement, savourant chaque bouchée. Cette fois, elle ne mangeait pas avec la même désespoir qu'au restaurant.
Pierre lui Élodiette dit qu'elle pouvait manger autant qu'elle voulait. Alors, elle se permit de se détendre. « Molly, » dit Élodie, en s'asseyant à côté d'elle. « Où vivais-tu, Élodien? » Molly s'arrêta de mâcher et regarda son sandwich. « Avec ma grand-mère. »« Et où est-elle maintenant? »« Elle est décédée. » Le mot pesa lourd dans l'air. Élodie resta silencieuse un instant. « Et tes parents? » « Ma mère était morte quand j'étais bébé. Je n'ai jamais connu mon père. » Pierre, qui était en train de laver les assiettes, s'arrêta pour écouter. L'histoire de Molly se dévoilait lentement. « Alors, tu vivais seule avec ta grand-mère? »« Oui, on élodiait une petite maison, mais c'était la nôtre. Elle s'occupait de moi, me racontait des histoires, me préparait à manger. » La voix de Molly devint nostalgique. « C'était une bonne petite maison? » demanda Élodie. « Oui, ce n'était pas grande ni jolie comme celle-ci, mais c'était la nôtre. J'élodiais mon propre lit et quelques peluches que ma grand-mère mélodiait faites. Et que s'est-il passé? Ma grand-mère est tombée malade, très malade. Elle a dû aller à l'hôpital. J'ai attendu à la maison qu'elle revienne, mais elle ne l'a jamais fait. » Pierre se tourna pour regarder Molly. Elle racontait son histoire d'une manière terrifiante, comme si c'était normal qu'un enfant de 5 ans traverse cela. « Et après que ma grand-mère soit morte, j'étais seul à la maison. Je ne s'élodiais pas quoi faire. Il n'y élodiait pas de nourriture, pas d'argent. Je ne connaissais personne. Et après, demanda Élodie, absorbée par l'histoire. Des gens sont venus à la maison. Ils ont dit que je ne pouvais pas rester seul là-bas, que la maison n'était plus à moi, que je devais partir. Mais où devais-tu aller? Je ne s'élodiais pas. Alors j'ai commencé à marcher. J'ai quitté la maison et commencé à marcher à travers la ville. J'ai dormi sous un pont la première nuit. J'élodiais tellement peur. » Pierre ferma les yeux, imaginant un petit enfant seul sous un pont. Puis j'ai trouvé des cartons derrière un magasin. Je me suis fabriqué une petite maison avec. J'y ai dormi quand il ne pleuvait pas, et quand il pleuvait, je devenais toute mouillée, ou j'essayais de trouver un endroit couvert. Une fois, j'ai dormi dans un vieux bus abandonné. Et la nourriture, comment tu t'en sortais? Parfois, je la trouvais dans les poubelles, des morceaux de pain, des fruits qui n'étaient pas trop gâtés. Une fois, une dame m'a donné un biscuit. Tu n'élodiais pas peur? J'élodiais très peur, surtout la nuit. Je fermais les yeux et je faisais semblant d'être dans mon petit lit avec ma grand-mère qui me racontait une histoire. Molly s'arrêta de parler et prit une gorgée de lait. Une nuit, il faisait très froid. Vraiment, vraiment froid. J'étais dans une boîte, mais le vent soufflait à travers tout. Je pensais que j'allais mourir ici, seul, comme ma grand-mère. Mais quand le soleil s'est levé, j'étais encore vivante. Et là, j'ai pensé, si je survis à cette nuit, je peux survivre à d'autres. Pierre s'approcha et s'assit à la table, le cœur lourd à chaque mot de Molly. « Depuis combien de temps vis-tu ainsi? » « Je ne sais pas exactement. Quelques mois. J'ai perdu la notion du temps. Et hier, quand vous m'avez trouvé au restaurant, j'élodiais tellement faim. Ça faisait 2 jours que je n'élodiais que rien trouvé, à part quelques miettes. Je vous ai vu manger, et j'ai pensé à quel point ce serait agréable de manger à nouveau un repas chaud. Et maintenant, demanda Élodie, est-ce que ça va mieux? Molly sourit pour la première fois durant toute la conversation. Beaucoup mieux. Merci de m'avoir aidé. Pierre regarda Molly, propre, nourrie et en sécurité dans sa maison, et ressentit quelque chose de profond en lui. Cet enfant n'élodie pas besoin de luxe. Elle n'élodie pas besoin de manoir ou de voiture de luxe. Elle, élodiait besoin de quelque chose de bien plus simple et plus important. Elle, élodiait besoin de gens. Des gens qui se soucient d'elle, qui se soucient si elle a froid, faim ou peur.
Elle, Élodie besoin de quelqu'un pour lui raconter des histoires. Élodie de se coucher, quelqu'un pour s'inquiéter quand elle n'apparaissait pas, quelqu'un pour être heureux quand elle souriait. Elle, Élodie besoin d'une famille. Molly, dit Pierre doucement, est-ce que tu aimerais rester ici ce soir, dormir dans un vrai lit et prendre le petit déjeuner demain matin? Molly le regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance. Je peux vraiment. Bien sûr que tu peux, répondit Élodie, même que Pierre ne puisse parler. Tu peux dormir dans ma chambre. J'ai un lit en plus. Tu es sûr? Demanda Molly à Pierre. J'en suis sûr. À cet instant, Pierre comprit que quelque chose, Élodie, changeait pour toujours. Ce n'était pas simplement un geste de charité pour une nuit. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il sentait grandir dans sa poitrine. La petite fille, n'Élodie pas besoin de luxe. Elle, Élodie, besoin de gens. Et peut-être, juste peut-être, qu'eux aussi, Élodie a besoin d'elle. Le premier matin de Molly dans la maison, Pierre se réveilla avec un son qu'il n'Élodie pas entendu depuis longtemps. Le rire d'enfant. Pas un seul, mais deux voix se mêlant en des éclats de rire joyeux. Il descendit et trouva Élodie et Molly dans le salon, assises par terre, entourées de poupées, de blocs de construction et de crayons de couleur éparpillés partout. C'était un chaos coloré et bruyant, exactement l'opposé du silence organisé qui dominait la maison depuis 2 ans. « Bonjour les filles, » dit Pierre, s'arrêtant à la porte du salon. « Bonjour papa, » cria Élodie sans lever les yeux de ses jouets. Molly n'a jamais joué avec de vraies poupées, Élodian. « C'est vrai? » demanda Pierre en s'approchant. Molly hocha la tête, un peu gênée, mais ses yeux brillaient. « Ma grand-mère me faisait des poupées en chiffon, mais je n'ai jamais eu de poupée comme celle-ci, » dit-elle, tenant une poupée blonde en robe bleue. « Elle est très jolie. Tu peux la voir, » dit Élodie généreusement. « J'en ai plein. »« Vraiment? Vraiment? Tu es mon ami maintenant, donc tu peux prendre n'importe quel jouet que tu veux. » Pierre regarda la scène en souriant. Élodie trouvait une compagne, et Molly trouvait quelqu'un qui la traitait comme une égale. C'était magique à voir. « Et si on prenait le petit déjeuner ?» suggéra-t-il. Les deux filles coururent à la cuisine, continuant de discuter avec excitation. Au petit déjeuner, Pierre remarqua à quel point Molly changeait en une seule nuit. Ses cheveux blonds brillaient proprement, sa peau rosée semblait en bonne santé. Et surtout, il y une lumière dans ses yeux bleus. « Molly, tu aimes les crêpes ?» demanda Élodie. « Je n'en ai jamais mangé. » « Jamais ?» Les yeux de Élodie s'élargirent. « Papa, fais des crêpes pour Molly. »« Bien sûr, » sourit Pierre, « avec du sirop de chocolat. »« C'est quoi du sirop de chocolat ?» demanda Molly. Élodie faillit tomber de sa chaise. « Tu n'as jamais eu de sirop de chocolat? Waouh, tu as raté tellement de bonnes choses dans la vie. » Quand Pierre servit les crêpes avec du sirop, Molly les goûta lentement, prudemment. Ses yeux s'élargirent de plaisir. « C'est tellement délicieux, » dit-elle en souriant. « Je t'Élodie ai dit. » Élodie applaudit. « Anne, tu peux avoir des crêpes chaque dimanche, comme moi. » La phrase décontractée de Élodie créa un moment de silence. Chaque dimanche impliquait une permanence future. Molly regarda Pierre avec une question silencieuse dans les yeux. « Mange lentement, » dit Pierre doucement, sans répondre directement à la question implicite. « Nous avons toute la journée. » Après le petit déjeuner, les filles retournèrent dans le salon. Pierre tenta de trélodieiller dans son bureau, mais le bruit des rires et des conversations le distrayait constamment. Pas d'une manière agaçante. Au contraire, c'était comme si la maison venait de se réveiller d'un long sommeil. « Jouons à la famille », entendit-il Élodie dire.
Comment on joue à ça? C'est facile. Tu es la grande fille. Moi, je suis la plus petite. Et ma grande poupée est la maman. Et le papa? Papa est au Trélodieil, répondit Élodie automatiquement. C'est comme ça dans la vraie vie. Alors, c'est comme ça dans le jeu. Pierre ressentit un pincement de culpabilité. Combien de fois Élodie élodiait-elle jouer seule pendant qu'il trélodiait? Combien de conversations élodiait-il manqué parce qu'il se concentrait sur les affaires? Alors, dans notre famille, tu as ta propre chambre, continua Élodie, avec un lit de princesse et tout. Vraiment? Vraiment. Et tu vas à l'école avec moi et on joue ensemble tous les jours. Pierre arrêta de taper. Élodie était en train de construire un futur pour Molly sans même s'en rendre compte. Dans son esprit, Molly faisait déjà partie de la famille. Et on ne sera jamais seul, ajouta Élodie doucement. Parce que maintenant, il y a 2 d'entre nous. La phrase frappa Pierre comme un coup de poing. Élodie s'était sentie seule toutes ces années, même avec lui à ses côtés. Elle élodiait besoin d'un compagnon, de quelqu'un de son âge pour partager des secrets, des jeux et des rêves. Il sortit de son bureau et trouva les 2 filles en train de créer une ville élaborée de blocs au milieu du salon. Élodie expliquait où serait l'école, le parc et le magasin de glace. Molly écoutait, fascinée, ajoutant ses propres idées. « Ça, ce sera notre maison », dit Élodie en montrant un ensemble de blocs. Elle est assez grande pour toute la famille. « Puis-je faire un jardin ?» demanda Molly. Ma grand-mère rêvait d'avoir un grand jardin. Bien sûr, faisons le plus beau jardin du monde. Pierre s'assit dans le fauteuil en regardant. Les 2 trélodiaillaient ensemble, naturellement, comme si elles étaient sœurs depuis des années. Molly élodiait perdu sa timidité initiale et riait maintenant ouvertement, faisant des suggestions, inventant des histoires pour les petites figurines qui peuplaient la ville en bloc. Et ici, dit Élodie, en plaçant 2 petites figurines côte à côte. Ce sont les 2 sœurs qui ne se séparent jamais. Sœur, répéta Molly, le mot doucement. Oui, tu veux être ma sœur? Molly regarda Élodie, ses yeux brillants. J'ai toujours voulu une sœur. Eh bien, maintenant, tu en as une. Les 2 se serrèrent spontanément dans les bras. Pierre sentit ses yeux se remplir. Il était impossible de ne pas être ému par la pureté de ce moment. L'après-midi, alors que le soleil inondait le grand salon à travers les larges fenêtres, les filles sortirent des feuilles de papier et des crayons de couleur. Elles s'assirent par terre de chaque côté d'une petite table basse et commencèrent à dessiner. « Qu'est-ce que vous allez dessiner ?» demanda Pierre. « C'est une surprise », répondit Élodie, en couvrant sa feuille avec ses mains. « Tu n'as pas le droit de regarder », ajouta Molly en l'imitant. Elles dessinèrent en silence, très concentrées, pendant presque 1 heure. De temps à autre, elles se murmuraient quelques mots pour se mettre d'accord sur des détails ou choisir des couleurs. Pierre faisait semblant de lire un livre, mais en réalité, il les observait. Molly élodiait, très vite comprit les codes de l'amitié avec Élodie. Elle partageait les crayons sans qu'on le lui demande, attendait son tour et donnait son avis quand on le lui demandait. C'était comme si elle élodiait un instinct naturel pour s'entendre avec les autres, probablement acquis après des années à devoir se débrouiller seule. « Terminé », annonça enfin Élodie. « On peut te montrer ?» demanda Molly. « Vous pouvez », dit Pierre en s'approchant. Les 2 filles tournèrent alors la feuille de papier vers lui. C'était un dessin simple, fait de coups de pinceau enfantins, mais il véhiculait un message puissant. 2 figures de bâton, l'une avec des cheveux jaunes, Élodie, et l'autre avec des cheveux légèrement plus courts. Molly se tenait par la main au centre du papier. Autour d'elle, il y élodiait des fleurs colorées, un soleil souriant et des nuages duveteux. En bas, dans une écriture bancale, mais soignée, il était écrit « Meilleurs amis pour toujours ». « C'est magnifique », dit Pierre, sincèrement ému.
Molly l'a écrit, dit Élodie fièrement. Elle écrit très bien. Ma grand-mère m'a appris, expliqua Molly. Elle disait que savoir écrire était important. Puis-je la mettre sur le réfrigérateur demanda Élodie. Bien sûr, répondit Pierre. Les trois se rendirent à la cuisine. Élodie mit le dessin sur le réfrigérateur avec un magnet en forme de cœur. Les deux filles reculèrent et admirèrent leur trélodieille, satisfaites du résultat. Maintenant, tout le monde qui viendra ici saura que nous sommes les meilleurs amis, dit Élodie. Pour toujours, compléta Molly. Pierre regarda le dessin sur le réfrigérateur. C'était simple, enfantin, fait avec des crayons de couleur bon marché, mais il disait tout. Il parlait d'amitié, d'appartenance, d'espoir. Il parlait de deux filles, qui Élodie en trouvait en l'autre exactement ce dont elles Élodie un besoin. Pierre sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de larmes de tristesse, mais d'une émotion profonde et inexplicable. C'était comme si quelque chose en lui, Élodiette, était guéri juste en voyant ce dessin. « Papa, tu pleures ?» demanda Élodie, inquiète. « Non, mentit Pierre, essuyant ses yeux. C'est juste des allergies. »« Les allergies ne te font pas pleurer, » dit Molly, en le regardant attentivement. « Parfois, si, » improvisa Pierre. Les filles se regardèrent, clairement pas convaincues, mais elles n'insistèrent pas. À la fin de l'après-midi, pendant que les deux filles jouaient dans le jardin, Pierre les regarda par la fenêtre de la cuisine. Élodie montrait à Molly comment fonctionnait la balançoire, comment sauter à la corde, comment planter des graines dans le jardin. Molly absorbait tout avec fascination. Pour elle, ce jardin était un parc d'attractions. La piscine, même vide, était une merveille. La grande maison, avec ses chambres spacieuses et confortables, était un palais. Mais ce qui frappait Pierre le plus, c'était de voir comment les deux interagissaient. Élodie Élodiette trouvait quelqu'un qui l'admirait, qui riait à ses blagues, qui voulait faire tout ce qu'elle faisait. Molly Élodiette trouvait quelqu'un qui l'acceptait complètement, qui partageait tout volontiers, qui la traitait comme une égale. « Molly, tu sais nager ?» demanda Élodie en montrant la piscine. « Non, je n'ai jamais été dans une piscine. »« Je vais t'apprendre cet été, » promit Élodie. « C'est vraiment amusant. » Encore une promesse pour l'avenir. Élodie planifiait déjà l'été avec Molly, comme si c'était évident qu'elle serait là. Pierre réalisa qu'il Élodie cessait de se demander « Et maintenant, ou que devons-nous faire avec elle ?» Sans même s'en rendre compte, il Élodie commençait à accepter la présence de Molly comme naturelle, comme si elle Élodie toujours fait partie de la famille. Lorsque la nuit tomba, les filles revinrent pour le dîner. Pierre Élodie préparait des pâtes, rien de trop élaboré, mais suffisant. Molly mangea lentement, savourant chaque bouchée. Cette fois, elle ne mangeait pas avec la même urgence qu'au restaurant. Pierre lui Élodie dit qu'elle pouvait manger autant qu'elle voulait. Alors elle se laissait aller à se détendre. « Molly, tu aimes les histoires ?» demanda Élodie. « Oui, ma grand-mère me racontait des histoires. » Élodie de dormir. « Quel genre d'histoire? Des princesses, des animaux qui parlent, des lieux magiques ?» Les yeux de Molly brillèrent en se souvenant. Elle inventait des histoires juste pour moi. « Papa raconte aussi des histoires, » dit Élodie. « C'est vrai, papa ?» Pierre s'arrêta de manger. Cela faisait longtemps qu'il n'Élodie pas raconté d'histoire à Élodie. Depuis la mort de Maria, il Élodie perdu l'habitude de faire cela. « Parfois, » dit-il vaguement, « tu peux nous raconter une histoire ce soir pour nous deux ?» proposa Élodie avec excitation. « Tu peux ?» demanda Molly en espérant. Pierre regarda les deux paires d'yeux bleus fixés sur lui, pleines d'attente. Comment pourrais-je dire non? Il entendit ses propres mots. Bien sûr. Après le dîner, les trois montèrent dans la chambre de Élodie. Pierre et Élodie installaient un lit supplémentaire pour Molly, mais les deux insistaient pour dormir dans le même lit, comme de vraies sœurs.
Pierre s'assit dans le fauteuil à côté du lit et regarda les deux filles sous les couvertures, attendant l'histoire. Un instant, il ne s'élodiait pas quoi dire. Puis, les mots commencèrent à couler naturellement. Il était une fois deux princesses qui vivaient dans des royaumes lointains, commença-t-il. L'une Élodie des cheveux aussi dorés que le soleil, et l'autre Élodie aussi des cheveux dorés, mais ils brillaient comme les étoiles. Les filles écoutaient attentivement, posant des questions de temps en temps, riant aux moments drôles. Pierre fut surpris de sa propre capacité à inventer, à créer un monde magique où deux princesses devenaient les meilleures amies et vivaient des aventures incroyables ensemble. Lorsqu'il eut fini l'histoire, Élodie et Molly étaient presque endormies. « C'était la meilleure histoire que j'ai jamais entendue, » murmura Molly. « Tu en raconteras une autre demain ?» demanda Élodie. « Demain, » promit Pierre. Il embrassa les deux filles sur le front et éteignit la lumière. Dans le couloir, il s'arrêta un moment, écoutant les voix calmes venant de la chambre. « Élodie, » murmura Molly. « Quoi? Merci d'être mon amie. Merci d'être ma sœur pour toujours. Pour toujours. » Pierre descendit, son cœur lourd d'émotion. La maison était différente. Pas seulement parce qu'il y élodiait un enfant supplémentaire dedans, mais parce que la vie nouvelle circulait à travers les pièces. Pendant les 2 dernières années, depuis la mort de Maria, la maison était devenue un lieu silencieux, un mausolée. Lui et Élodie y vivaient, mais ils ne l'habitaient pas vraiment. C'était un endroit pour dormir, manger, exister, mais pas pour vivre. Maintenant, avec Molly là, tout élodiait de changer. Il y élodiait des jouets éparpillés dans les pièces, des rires qui résonnaient contre les murs, des conversations animées pendant les repas. La maison respirait à nouveau. Pierre alla dans la cuisine prendre un verre d'eau, et ses yeux tombèrent sur le dessin collé au réfrigérateur. Meilleurs amis pour toujours. 2 figures simples se tenant par la main, entourées de fleurs et de sourires. Ce n'était qu'un dessin d'enfant. Crayon de couleur sur papier, rien de sophistiqué ni de valeur artistique. Mais pour Pierre, à ce moment-là, c'était la plus belle chose qu'il ait vue depuis des années. Cela disait tout sur l'espoir, les nouveaux commencements, sur la manière dont l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus. Cela parlait de 2 filles qui élodiaient trouver en l'autre exactement ce dont elles élodiaient besoin pour être heureuses. Et peut-être, juste peut-être, cela parlait d'un homme qui apprenait à redevenir un père, à ouvrir son cœur à l'inattendu, à laisser la vie revenir dans sa maison. Pierre sourit, les yeux pleins d'eau. C'était simple, mais cela disait tout. À l'étage, les 2 filles dormaient, enveloppées dans les bras l'une de l'autre, rêvant d'aventures, de princesses et de jardins magiques. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison de Pierre Laurent ne servait pas seulement à abriter des gens. Elle abritait une famille née de la manière la plus improbable possible, mais qui maintenant semblait aussi naturelle que la respiration. La maison respirait. Et Pierre aussi. C'était lundi matin, et Pierre aurait dû être à son bureau il y a 2 heures. Son téléphone élodiait de sonner 15 fois. Des appels de sa secrétaire, de ses partenaires, de clients importants, mais il n'a pas répondu. Pour la première fois depuis des années, le Trélodieil pouvait attendre. Dans le salon, Élodie et Molly étaient assises par terre, entourées de blocs de construction colorés. Elles élodiaient commençaient à construire ce qui semblait être un château, mais qui ressemblait d'élodientage à une montagne de pièces empilées de façon désordonnée. « Ça ne marche pas », se plaint Élodie, regardant sa tour s'effondrer pour la 3e fois. « Peut-être qu'il faut une base plus solide », suggéra Molly, essayant d'aider. Pierre les regardait depuis le fauteuil, tiraillé entre l'envie d'aider et l'habitude de simplement observer. Ça, Élodie toujours été comme ça. Il fournissait, achetait des jouets, payait des nourrices, mais il s'asseyait rarement par terre pour jouer réellement.
Papa, l'appela Élodie, frustrée par une autre tour qui s'effondre. Tu sais comment construire un château? Oui, répondit Pierre automatiquement. Alors viens aider. Il hésita. Il était en costume, prêt à partir au Trélodieil. Le sol était couvert de blocs éparpillés. Ce n'était pas vraiment l'environnement pour un homme d'affaires sérieux. Allez, papa, insista Élodie. On ne peut pas le faire toute seule. Molly le regarda avec des yeux pleins d'attente. Elle élodiait cette expression de quelqu'un qui ne voulait rien demander, mais espérait beaucoup. S'il te plaît. Élodie fit la tête qui fonctionnait toujours. Pierre jeta un coup d'œil à sa montre. Un autre rendez-vous raté. Un autre contrat qui devrait être reporté. Mais lorsqu'il regarda les deux fils par terre, entourés de blocs colorés, quelque chose en lui céda. « D'accord », dit-il en enlevant sa veste et en desserrant sa crélodillette. « Youpi !» s'écria Élodie. Pierre s'agenouilla par terre, puis s'assit complètement. Le tapis était doux et réchauffé par le soleil qui passait à travers la fenêtre. Quand était-ce la dernière fois qu'il s'était assis par terre? D'abord, il faut faire une base solide, dit-il en commençant à ranger les plus gros blocs ainsi. « Wow, tu sais vraiment comment faire, » dit Molly, impressionnée. Pierre sourit. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'élodiait pas impressionné par quelque chose qu'il élodiait fait au Trélodieil. Tout était attendu, professionnel, sérieux. Ici, en construisant un château de blocs, il pouvait être surprenant. Bien. Maintenant, vous pouvez commencer à mettre les murs, leur indiqua-t-il. Un rang à la fois, les trois jeux de main trélodièrent ensemble, choisissant les couleurs, ajustant les pièces, discutant de l'endroit où chaque tour devrait aller. Pierre se retrouva sincèrement concentré sur la construction, oubliant complètement les problèmes au bureau. « Ça peut être la chambre des princesses, » dit Élodie, en désignant l'une des tours. « Et voici le jardin, » ajouta Molly, créant un espace vert avec des blocs de cette couleur. « Il lui faut un pont, » observa Pierre, pour connecter les deux tours. « Bonne idée, » dirent-elles toutes les deux en chœur. Il commença à construire un pont élaboré en utilisant des techniques d'ingénierie qu'il élodiait apprises à l'université, il y a des décennies. Les filles regardaient, fascinées, tandis qu'il créait des arches et des supports avec les simples blocs. « Comment tu sais faire ça ?» demanda Molly. « J'ai étudié pour construire de grandes choses, » expliqua Pierre. « Des bâtiments, des maisons, de vrais ponts. »« Tu construis de vraies maisons ?» Les yeux de Molly s'élargirent. « Oui. »« C'est trop cool. Tu pourrais construire une maison pour moi. » Les mots de Molly restèrent suspendus dans l'air. Pierre s'arrêta un instant. Une maison pour elle, un endroit à elle, un refuge permanent. Peut-être un jour, dit-il doucement. Ils continuèrent à construire dans un silence confortable. Pierre se rendit compte à quel point cela était relaxant. Il n'y élodiait pas de pression, pas de délai, pas de décisions importantes à prendre. Juste trois personnes créant quelque chose ensemble, sans autre but que de s'amuser. « C'est fini », annonça Élodie lorsqu'ils eurent terminé la structure principale. « Maintenant, il faut des gens qui y vivent. » Elle courut chercher de petites figurines et commença à les distribuer dans le château. Pierre regardait pendant qu'elle créait toute une histoire pour chaque personnage, leur donnant des noms, des personnalités, des relations. « C'est le roi », dit-elle en plaçant une figurine dans la tour principale. « Il est très gentil et prend bien soin du royaume. »« Et voici la reine », ajouta Molly, en choisissant une figurine blonde. « Elle aide le roi à prendre des décisions importantes. » Pierre remarqua que Molly élodite choisit des figurines qui semblaient en former une famille traditionnelle. Père, mère, enfant, ce qu'elle élodite toujours désiré. « Et voici les princesses », continua Élodie, en plaçant deux petites figurines. « Ce sont des sœurs et les meilleures amies. »« Des vraies sœurs ?» demanda Molly. « Pour de vrai ?»
L'une est née dans la famille, l'autre a été adoptée, mais maintenant, elles sont sœurs pour toujours. Pierre sentit son cœur se serrer. Élodie était en train de créer inconsciemment l'histoire qu'elle voulait vivre. « Que font les princesses ?» demanda-t-il, rejoignant le jeu. « Elles ont des aventures », répondit Élodie avec enthousiasme. « Donc, elles sauvent des animaux, aident les habitants du royaume à découvrir des trésors, et elles étudient dur pour devenir intelligentes », ajouta Molly. « Et elles ne sont jamais seules, car elles ont toujours l'une l'autre », compléta Élodie. Pierre prit la figurine du roi et parla d'une voix profonde et solennelle. « Mes chères princesses, vous êtes le plus précieux trésor du royaume. » Les filles éclatèrent de rire. « Fais-le encore, papa. » Élodie supplia. « Fais des voix différentes. » Pierre prit la figurine de la reine et changea de voix, la rendant plus aiguë. « Princesse, allons-nous prendre le thé dans le jardin? »« Allons-y, » répondirent les figurines des princesses, Pierre imitant des voix d'enfants. Pendant presque 1 heure, les 3 créèrent des dialogues élaborés entre les personnages. Pierre se surprenait lui-même avec sa propre créativité, inventant des aventures, des conflits et des solutions. Les filles riaient de ses imitations et suggérèrent de nouvelles directions pour les histoires. Au cours de l'une des aventures, Molly déplaça sa princesse et sa main effleura celle de Pierre. Instinctivement, elle se recula, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle touchait accidentellement un adulte. Mais Pierre ne bougea pas sa main. Il la laissa là, silencieux, la laissant décider de ce qu'elle voulait faire. Molly le regarda, surprise. Puis, lentement, elle posa sa petite main sur la sienne. Pierre ferma doucement ses doigts autour de la petite main chaude. C'était un simple toucher innocent, mais chargé de signification. C'était de la confiance. C'était de l'acceptation. C'était le début d'un lien qu'il ne pouvait pas encore nommer. « Tes mains sont grandes, » dit Molly doucement. « Et les tiennes sont petites, » répondit Pierre en souriant. « Ma grand-mère disait que les grandes mains sont faites pour protéger les petites mains. Ta grand-mère était une femme sage. » Élodie regardait la scène et, sans un mot, posa sa main sur celle des 2 autres. Ils restèrent comme ça pendant un moment, connectés par un simple mais profond toucher. « Maintenant, on est une vraie famille, » dit Élodie, naturellement. Pierre sentit quelque chose bouger dans sa poitrine là, assis par terre dans le salon, en costume froissé et crélodiette desserrée, tenant les mains de 2 petites filles. Il n'était plus l'homme d'affaires, Pierre Laurent. Il n'était plus le PDG d'une entreprise de construction. Il n'était plus le veuf qui Élodie ait peur de se lier à nouveau. Il était simplement un père. Le père d'une fille qu'il Élodie ait toujours eue, et le père d'une autre qui était arrivée de façon inattendue, mais qui maintenant se sentait aussi naturel à avoir là qu'une respiration. « On continue à jouer ?» demanda Molly. « Allons-y » répondit Pierre, ne lâchant pas sa main. Ils continuèrent à créer des aventures pour les figurines. Mais maintenant, il y élodiait quelque chose de différent dans l'air. Une nouvelle connexion, plus forte. Pierre se laissa aller à être un peu idiot, à faire des voix drôles, à inventer des situations absurdes qui faisaient éclater de rire les filles. Quand le téléphone sonna pour la 20e fois, Pierre regarda l'écran et éteignit simplement l'appareil. « Papa, tu ne vas pas répondre ?» demanda Élodie, surprise. « Pas aujourd'hui, » répondit Pierre. « Aujourd'hui, je joue avec mes filles. » Molly sourit en entendant cela. « Mes filles. » Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'incluait ainsi, comme si elle appartenait vraiment à quelque part. « On peut construire toute une ville, » proposa-t-elle, excitée. « Excellente idée, » répondit Pierre. « Mais d'abord, on mange quelque chose. Construire des villes, ça donne faim. » Dans la cuisine, Pierre prépara des sandwichs pour eux 3. Élodie parlait des prochains projets de construction de blocs, pendant que Molly mangeait en silence,
mais avec un sourire constant sur son visage. « Papa, dit Élodie soudainement, tu es différent aujourd'hui. » « Différent comment? »« Plus comme un papa. » Pierre rit. « J'ai toujours été ton papa, Élodie. Je sais, mais aujourd'hui, tu es un vrai papa. Tu joues, tu fais des voix, tu tiens notre main. » Pierre regarda les deux filles. Élodie ait raison. Il était un vrai papa, pas seulement un pourvoyeur, un protecteur ou un gardien. Il était présent, impliqué, connecté. « Tu as aimé le papa joueur ?» demanda-t-il. « Oui », répondirent-elles toutes les deux ensemble. « Alors, tu le verras plus souvent, promit Pierre. » Et tandis qu'ils retournaient dans le salon pour continuer à construire des mondes imaginaires avec des blocs colorés, Pierre sut que quelque chose de fondamental, Élodie, changeait en lui aussi. Élodie redécouvert non seulement comment être un père, mais aussi comment être heureux d'en être un. Là, assis par terre, loin des costumes et des réunions, Élodie retrouvait quelque chose qu'il perdu il y a longtemps. La simple joie d'être présent dans la vie de ceux qu'il aimait. Il n'était plus un homme d'affaires, il était un père. Et pour la première fois depuis des années, cela suffisait amplement. C'était presque l'heure du coucher quand Molly se souvint de quelque chose d'important. Elle était assise sur le lit d'Élodie, portant un pyjama emprunté qui était un peu trop grand, ses cheveux encore mouillés de son bain. « J'ai oublié de vous montrer quelque chose, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élodie, curieuse. Molly se leva et alla chercher dans le petit sac à dos déchiré que Pierre Élodie prit du refuge de fortune où il l'Élodie trouvait. C'était pratiquement tout ce qu'elle possédait dans le monde. Elle fouilla soigneusement parmi les quelques vêtements et en sortit quelque chose de petit et rectangulaire. « C'est une photo de ma grand-mère, » dit-elle, revenant sur le lit. Pierre, qui arrangeait les couvertures, s'approcha. Molly tenait une vieille photo, légèrement jaunie et avec des bords usés d'avoir été manipulés si souvent. Sur l'image, une femme aux cheveux gris souriait à l'appareil photo. Elle, Élodie, des yeux bienveillants et un visage doux, marqué par l'âge, mais illuminé par une expression chaleureuse. « Elle est jolie, » dit Élodie. « Elle a l'air vraiment gentille. » « C'était la personne la plus gentille du monde, » répondit Molly, en passant tendrement son doigt sur la photo. « Elle s'occupait de moi, me préparait de bons repas, me racontait des histoires. » Pierre prit la photo pour la regarder de plus près, et son cœur faillit s'arrêter. Ce visage était familier, très familier. « Comment s'appelait ta grand-mère » demanda-t-il, sa voix légèrement altérée. « Margaret, » répondit Molly. « Marguerite Dubois. » Pierre s'assit lourdement sur la chaise près du lit. « Marguerite Dubois. » Comment n'élodiait-il pas fait le lien élodien? Mais bien sûr, Molly n'élodiait jamais mentionné le nom complet de sa grand-mère. « Papa, ça va ?» demanda Élodie, remarquant l'expression étrange sur son visage. Pierre regarda la photo à nouveau, puis Molly, les mêmes yeux bleus, la même forme de visage. Comment n'élodiait-il pas remarqué élodien? « Molly, » dit-il doucement, « ta grand-mère, où trélodiait-elle? » Elle trélodiait. Elle nettoyait des bureaux la nuit. Elle partait de la maison quand j'étais déjà endormi et revenait tôt le matin pour me préparer le petit déjeuner. Où trélodiait-elle? Dans un grand immeuble en centre-ville. Elle disait toujours que c'était un bâtiment important, avec des gens importants. Pierre ferma les yeux. Marguerite Dubois. Comment élodiait-il pu être aussi aveugle toutes ces années? Elle trélodiait avec moi, dit-il finalement. Quoi? Les yeux de Molly s'élargirent. Ta grand-mère a trélodié dans ma société pendant de nombreuses années. Elle était chargée du nettoyage du bâtiment. Molly le regarda, incrédule. Tu connaissais ma grand-mère? Oui, confirma Pierre, sa voix chargée d'émotion.
C'était une femme honorable, la plus honorable que j'ai jamais connue. Le souvenir lui revint soudainement en force. Marguerite Dubois, toujours ponctuelle, toujours souriante, toujours respectueuse. Elle arrivait chaque jour à 21h et trélodiait jusqu'à 5h du matin, nettoyant chaque coin du bâtiment à la perfection. Pierre se souvint de la façon dont elle saluait toujours tout le monde poliment. Elle ne se plaignait jamais des heures supplémentaires. Comment elle traitait son trélodieille avec dignité, même si c'était juste du nettoyage pour les autres. Elle parlait toujours de sa petite fille, continua Pierre, les souvenirs se cristallisant. Elle disait que tu étais la lumière de sa vie. Elle parlait de moi. Elle le faisait avec beaucoup de fierté. Elle me disait à quel point tu étais intelligente, combien tu aimais apprendre, combien tu étais jolie et polie. Molly sourit, les yeux brillants. Elle t'aimait beaucoup aussi, dit-elle. Elle parlait toujours de comment les gens au bureau étaient élégants et importants. Pierre ressentit une pointe de culpabilité. Élégants et importants. À Margaret, ils étaient des gens supérieurs, distants, inaccessibles. Elle les voyait d'en bas, toujours d'en bas. Un jour, Molly continua. Elle est rentrée à la maison très heureuse parce qu'un homme important, lui Élodie, dit merci. Elle a raconté cette histoire pendant des semaines. Le cœur de Pierre se serra. Un simple merci, Élodie, était une source de joie pour Margaret pendant des semaines. Comment Élodie-il pu être aussi négligent avec les gens qui trélodieyen pour lui? « Tu te souviens de cet homme ?» demanda-t-il, bien qu'il connaissait déjà la réponse. « Oui. » Elle disait qu'il était le propriétaire de tout, mais qu'il était poli, contrairement aux autres patrons. Pierre se souvint de ce jour-là. Il était resté tard au bureau, trélodieyant sur une proposition importante. Margaret nettoyait la pièce d'à côté quand il partit. Elle, Élodie, tenut la porte pour lui, souriant timidement. Il lui, Élodie, dit, sans y penser, « Merci, Margaret. » Pour lui, cela, Élodie, était un geste automatique, insignifiant. Pour elle, cela, Élodie, était de la reconnaissance, de l'humanité, la preuve qu'il connaissait son nom et la respectait en tant que personne. Elle est tombée malade à la fin, dit Molly tristement. Elle ne pouvait plus trélodieyer. Elle est restée chez elle, de plus en plus faible. Je me souviens quand elle a arrêté de venir, dit Pierre. J'ai demandé au superviseur, mais il a juste dit qu'elle Élodie démissionnait pour des raisons personnelles. Elle ne voulait pas que quelqu'un sache qu'elle était malade. Elle Élodie, peur d'être un fardeau. Pierre ferma les yeux, ressentant tout le poids de sa culpabilité. Margaret Élodie trélodiait pour lui pendant des années. Toujours fidèle, toujours dévouée, et quand elle en Élodie le plus besoin, quand elle était malade et s'occupait seule de sa petite fille, il ne s'était même pas soucié de savoir ce qui se passait. Elle est morte seule à l'hôpital. Molly continua. Je voulais rester avec elle, mais ils ont dit que les enfants n'étaient pas autorisés. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle m'aimait et que j'étais une fille très spéciale. Et après ça, j'étais seule à la maison. Je ne s'élodiais pas quoi faire. Je ne connaissais personne à qui demander de l'aide. Pierre regarda Molly, la petite fille de la femme la plus digne qu'il ait jamais connue. Une enfant qui Élodie tant souffert à cause de sa propre négligence. Molly, dit-il, sa voix étranglée par l'émotion. Je suis tellement désolé, tellement désolé. Pourquoi? Parce que j'aurais dû mieux m'occuper de ta grand-mère. J'aurais dû demander des nouvelles d'elle quand elle a arrêté de trélodieyer. J'aurais dû savoir qu'elle était malade, que tu étais seule. Mais tu ne s'élodiais pas, dit Molly simplement. J'aurais dû savoir. C'était ma responsabilité de savoir. Élodie écoutait tout en silence, essayant de comprendre la complexité de la situation. Son père connaissait la grand-mère de Molly. Ils étaient connectés bien plus longtemps qu'il ne l'Élodie imaginé. Ta grand-mère parlait beaucoup de toi, continua Pierre.
Elle disait que tu étais sa raison de vivre, qu'elle trélodiait si dur pour te donner une belle vie. Et elle l'a fait, dit Molly, souriant à travers ses larmes. Elle m'a appris à lire, à écrire, à être polie. Elle m'a raconté de belles histoires. Elle m'a fait me sentir aimé. Elle t'aimait beaucoup, et moi aussi je l'aimais. Pierre regarda la photo dans les mains de Molly, Marguerite Dubois, avec son sourire doux et ses yeux bienveillants. La femme qui nettoyait son bureau chaque nuit et qui élevait seule sa petite fille, la femme qu'il Élodie vue des centaines de fois, mais qu'il n'Élodie jamais vraiment vue. C'est étrange, dit-il. Comment la vie fonctionne. Qu'est-ce que tu veux dire? La petite fille de la femme la plus digne que j'ai jamais connue est maintenant ici, dans ma maison, soignée par moi. Tu penses que ma grand-mère a fait ça? Demanda Molly. Pierre la regarda. Les mêmes yeux bleus que Margaret, la même dignité silencieuse, la même capacité à trouver de la lumière même dans l'obscurité. Je pense que oui, répondit-il honnêtement. Je pense que ta grand-mère veille sur toi depuis le ciel et t'a envoyé me trouver. Peut-être, ou peut-être que c'est la façon dont la vie me donne une seconde chance. Une seconde chance pour quoi? Pierre hésita. Comment expliquer à une enfant qu'il Élodie était négligent, qu'il Élodie échoué à prendre soin des gens qui dépendaient de lui? Pour faire les choses correctement, dit-il finalement. Molly sourit et lui tendit la photo. Tu veux la garder ce soir pour te souvenir de ma grand-mère? Pierre prit la photo soigneusement, comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. Merci, Molly, je m'en occuperai bien. Je sais que tu le feras. Élodie parla enfin. Donc, Molly faisait toujours un peu partie de notre famille grâce à sa grand-mère, d'une certaine manière. Oui, répondit Pierre. C'est trop cool. C'est comme si c'était le destin. Pierre regarda de nouveau la photo de Margaret, puis Molly. C'était comme si la vie lui rendait ce qu'il Élodie une fois ignoré. Margaret Élodie trélodiait pour lui pendant des années. Toujours invisible, toujours négligée. Maintenant, sa petite fille était là, ayant besoin des mêmes soins qu'il n'Élodie pas donnés à sa grand-mère. C'était une seconde chance, une opportunité de réparer ce qu'il Élodie mal fait. De rendre hommage à la mémoire d'une femme bonne en prenant soin de ce qu'elle Élodie le plus aimé au monde. Molly, dit-il doucement, ta grand-mère serait très fière de voir à quel point tu es courageuse et forte. Tu penses? Je suis sûr de ça. Et à ce moment-là, Pierre sut qu'il n'y Élodie plus de doute. Molly n'était plus simplement une enfant qu'ils Élodie aidé. Elle faisait partie d'une histoire plus grande, une connexion qui remontait bien plus loin. C'était comme si Margaret lui demandait, à travers le temps et l'espace, de prendre soin de ce qu'elle aimait le plus, et il le ferait pour toujours. Pierre se réveilla dans l'obscurité, quelques minutes élodien, que son réveil ne sonne. C'était jeudi matin, et Molly était à la maison depuis presque une semaine. Une semaine qui Élodie tout changé, non seulement la routine du foyer, mais quelque chose de fondamental en lui. Le silence du matin l'enveloppait alors qu'il se levait lentement. C'était sa routine matinale. Quelques minutes seul dans la cuisine, à préparer du café, à organiser ses pensées pour la journée. Mais cette fois, quelque chose le poussa à monter à l'étage. Il monta silencieusement, comme il le faisait chaque matin, pour vérifier si Élodie allait bien. Mais maintenant, il y Élodie, 2 filles à surveiller. 2 filles, se surprit-il à penser. Et le mot ne lui sembla pas étrange dans son esprit. La porte de la chambre d'Élodie était entr'ouverte comme toujours. Pierre jeta un coup d'œil à travers l'angle et sentit quelque chose de profond se réveiller dans sa poitrine. Élodie et Molly dormaient, enveloppées dans les bras l'une de l'autre dans le même lit. Leurs cheveux blonds s'étendaient sur l'oreiller comme des rayons de soleil. Les bras d'Élodie
entourait instinctivement Molly, la protégeant. Une grande sœur veillant sur la plus jeune, même dans son sommeil. Molly élodiait une expression de paix absolue sur le visage. Quelque chose que Pierre n'élodiait jamais vu pendant cette première semaine. C'était le visage d'un enfant qui se sentait enfin en sécurité, protégé, aimé. Elle respirait au même rythme, calme, confiante. Deux sœurs qui s'étaient trouvées de la manière la plus inattendue et qui ne pouvaient maintenant plus imaginer leur vie l'une sans l'autre. Pierre resta là pendant plusieurs minutes, juste à les regarder, sentant quelque chose grandir dans sa poitrine. C'était plus que de l'affection, plus que de la responsabilité. C'était un amour paternel, pur et simple. Molly n'était plus la fille qu'ils élodiaient aider. Elle faisait désormais partie d'eux. Elle n'était plus un enfant qu'ils abritaient temporairement. Elle était sa fille dans tous les sens, sauf sur le papier. Il descendit l'escalier avec cette image gravée dans sa mémoire. Dans la cuisine, il prépara le café machinalement, mais son esprit était complètement concentré sur ce qu'il venait de voir. Pendant une semaine entière, il s'était demandé quel était le prochain pas, que faire pour Molly, ce qui était le mieux pour elle. Mais maintenant, en voyant les deux filles dormir dans les bras l'une de l'autre, la réponse lui sembla d'une clarté évidente. Molly n'était pas aidée par eux. Elle faisait partie d'eux. Elle n'était plus un enfant qu'ils hébergeaient temporairement. Elle était sa fille dans tous les aspects, sauf la paperasse. Elle connaissait déjà tous les recoins de la maison, comme si elle y était née. Elle s'élodiait où étaient les assiettes, quel tiroir contenait les couverts, quelle brosse à dents était la sienne dans la salle de bain. Elle élodiait de sa place à la table du petit déjeuner, son côté préféré du lit, sa poupée préférée parmi toutes celles d'Élodie. Elle élodiait de ses propres vêtements, plus empruntés à sa sœur, mais achetés spécifiquement pour elle par Pierre durant la semaine. Plus important encore, elle élodiait de sa place permanente dans le cœur de la famille. Pierre prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur, même s'il était seulement 6 heures du matin. « Docteur Richard, c'est Pierre Laurent. Désolé de vous appeler si tôt, mais j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'urgent. »« Bonjour Pierre. » La voix de l'avocat était encore somnolente, mais attentive. « Que puis-je faire pour vous? » « Je veux adopter un enfant, une petite fille de 5 ans. » Il y eut une pause significative de l'autre côté du fil. L'adoption, Pierre, c'est une décision très sérieuse, très complexe. Avez-vous déjà effectué les démarches nécessaires, les services sociaux, les évaluations psychologiques, l'enregistrement auprès des agences compétentes? Elle est chez moi depuis 1 semaine. C'est une situation particulière. Pierre raconta toute l'histoire en détail. Comment il élodiait trouver Molly fouillant dans les poubelles. Comment elle était venue chez lui. Comment elle s'était parfaitement adaptée à la famille. Comment il élodiait découvert qu'elle était la petite fille de Marguerite Dubois. « Je comprends la situation, » dit le docteur Richard après avoir écouté attentivement. « C'est en effet particulier. Eh bien, il y a une procédure spécifique pour ce genre de cas. Tout d'abord, nous devons régulariser immédiatement la situation de l'enfant auprès des services sociaux. Ensuite, nous commençons le processus d'adoption proprement dit. Combien de temps dure tout le processus? Cela dépend de plusieurs facteurs. La bureaucratie, les évaluations, les rapports, généralement entre 6 mois et 1 an. Mais étant donné que l'enfant est déjà parfaitement adapté à la maison, que vous avez prouvé que vous avez les moyens financiers et la stabilité émotionnelle, cela pourrait aller beaucoup plus vite. Que dois-je faire exactement? Venez dans mon bureau dès que possible ce matin. Nous déposerons tous les papiers immédiatement. Chaque jour compte dans ces processus. Et y a-t-il un risque qu'elle me soit enlevée pendant le processus? Minimal. Le fait qu'elle soit bien soignée et clairement heureuse joue beaucoup en votre faveur.
Mais nous ferons tout officialiser rapidement pour éviter tout problème. Pierre raccrocha le téléphone, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination absolue. C'était la bonne décision. Il le s'élodiait au plus profond de son être. 3 heures plus tard, il était assis dans le bureau de l'avocat, signant une montagne de papiers et répondant à des questions détaillées sur sa situation financière, émotionnelle et familiale. Le processus était complexe, rempli de bureaucratie et de démarches légales qui semblaient interminables. « Y a-t-il une réelle possibilité de contestation ?» demanda-t-il, inquiet. « Eh bien, théoriquement, un parent proche de l'enfant pourrait revendiquer la garde. Mais d'après ce que vous m'avez dit en détail, elle n'a absolument personne. Elle n'a vraiment personne. Sa grand-mère maternelle était la seule famille qu'elle a ça. Elle est connue et elle est décédée. Il n'y a pas de père connu. Alors, il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Il me faudra que vous ameniez Molly ici dans quelques jours pour un entretien formel avec un trélodiailleur social. C'est une procédure standard obligatoire. Est-ce qu'elle aura peur de ça? Pas nécessairement, si c'est bien expliqué, allez l'audience. Il est important qu'elle comprenne que vous voulez officialiser quelque chose qui existe déjà parfaitement dans la pratique. Et après cet entretien, il y aura une évaluation psychologique de toutes les personnes impliquées, une inspection du domicile, des rapports techniques, mais rien qui ne devrait poser problème dans votre cas. Pierre rentra chez lui avec un dossier plein de documents et un cœur lourd de responsabilités, mais aussi rempli d'espoir. Il faisait officiellement une demande pour devenir le père légal de Molly. Dans quelques mois, si tout se passait bien, elle serait légalement sa fille. En arrivant, il trouva les 2 filles dans le salon, assises par terre, dessinant avec une concentration totale. C'était incroyable de voir à quel point Molly s'était parfaitement adaptée à la routine de la maison en seulement une semaine. Elle se levait naturellement à la même heure qu'Élodie, prenait son petit déjeuner avec enthousiasme avec la famille, jouait pendant que Pierre trélodiaillait dans son bureau à domicile et participait à toutes les activités comme si elle élodiait toujours fait partie de la famille. « Salut papa », salua Élodie joyeusement, sans lever les yeux de son dessin. « Salut les filles, que faites-vous » ? « Nous dessinons notre famille », répondit Élodie avec enthousiasme. « C'est pour un projet scolaire. » Pierre s'approcha, curieux de voir de plus près. Sur le papier, 4 personnages en bâton étaient dessinés, en train de se tenir par la main devant une maison colorée. Un homme grand en costume, 2 petites filles blondes et une figure féminine plus grande en robe. « Qui est ce personnage ici ?» demanda Pierre doucement, en pointant le 4e personnage. « C'est maman », répondit Élodie avec une totale naturelle. « Ma maman qui est au paradis et qui veille sur nous, et la nouvelle maman que Molly aura quand tu te remarieras. » Chaque famille complète a besoin d'une maman, expliqua Molly en regardant Pierre. Sérieusement, K aussi a dessiné les 2 mamans, celle qui existait et celle qui pourrait exister. Pierre sentit ses yeux se remplir instantanément de larmes. Élodie Élodiette trouvait un moyen touchant d'inclure à la fois le souvenir de Maria et la possibilité d'un avenir différent pour Molly. « C'est un dessin très beau et très intelligent », réussit-il à dire. « Puis-je le mettre sur le réfrigérateur avec l'autre ?» demanda Molly en espérant. « Bien sûr que tu peux. » En se dirigeant vers la cuisine, Pierre s'assit par terre, à côté d'Élodie, au milieu des crayons de couleurs éparpillés. « Chérie, puis-je te parler de quelque chose de très important ?»« Bien sûr, papa. Tu peux toujours me parler, » répondit-elle en lâchant son crayon rouge. « Comment te sentirais-tu si Molly devenait ta vraie sœur, officiellement, légalement ?» Les yeux d'Élodie s'illuminèrent comme des étoiles. « Comme pour toujours, et à jamais avec des papiers et tout. Pour toujours avec des papiers et tout. Tu vas l'adopter officiellement ?» Pierre fut surpris par les connaissances détaillées d'Élodie sur le sujet. « Comment sais-tu autant de choses sur l'adoption »
À l'école, il y a une fille dans ma classe qui a été adoptée quand elle était bébé. Elle raconte toujours à tout le monde comme c'est super d'avoir une famille qui l'a choisie spécialement. Elle dit que c'est même plus spécial que les familles normales. Et tu aimerais vraiment que je fasse ça pour adopter Molly? Très, très, très beaucoup. Élodie s'écria d'enthousiasme. Comme ça, elle ne sera plus jamais seule au monde. Et je ne serai plus jamais sans vraie sœur. Es-tu absolument sûr? Ce serait un très grand changement pour nous tous. Pour toujours. Papa, dit Élodie avec une gravité qui surprit Pierre. Elle est déjà ma sœur dans mon cœur. Il ne manque plus que le papier officiel pour le dire à tout le monde. La simplicité et la profondeur de la réponse d'Élodie touchent à Pierre plus que n'importe quel argument élaboré. Pour elle, Molly faisait déjà partie de la famille. Le reste n'était qu'une formalité bureaucratique. Molly revint de la cuisine et s'assit à côté d'eux sur le tapis, sentant immédiatement que quelque chose d'important se passait. « De quoi vous parliez ?» demanda-t-elle avec curiosité. Pierre prit une grande inspiration, sentant le poids du moment. Il était temps de tenir la conversation la plus importante de sa vie. « Molly, sais-tu exactement ce qu'est l'adoption? » « Oui, c'est quand une nouvelle famille choisit un enfant spécial pour être leur fille pour toujours. » « C'est ça. Et comment te sentirais-tu, honnêtement, si je voulais t'adopter? » Molly resta complètement immobile, comme une statue. Ses yeux bleus s'agrandirent énormément. Et elle regarda de Pierre à Élodie, puis de nouveau à Pierre, assimilant les mots « Adopte-moi pour de vrai. » Oui, pour te rendre officiellement ma fille et la vraie sœur d'Élodie. Mais pourquoi ferais-tu cela? Parce que tu fais déjà partie de notre famille, Molly. Tu vis déjà ici. Tu as déjà ta place spéciale à la table. Tu dors déjà dans la chambre avec ta sœur. Tu fais déjà partie de toutes nos conversations et de nos jeux. La seule chose qui manque, c'est de le rendre officiel sur papier. Cela signifie que j'aurai un vrai papa? La question sortit d'un murmure rempli de tout l'espoir qu'un enfant orphelin peut porter dans son cœur. Pierre s'agenouilla devant elle et lui prit doucement ses deux petites mains chaudes dans les siennes. Cela signifie que tu l'as déjà. Molly le regarda longuement, un moment qui sembla une éternité, pleinement absorbée par les mots qu'elle venait d'entendre. Puis de grosses larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vais rester ici pour toujours, jusqu'à ce que je sois grande. Pour toujours, jusqu'à ce que tu sois grande. Et même après. Et j'aurai le même nom de famille que vous deux. Tu l'auras, Molly Laurent. Et tu seras vraiment mon papa, pas juste le papa d'Élodie qui me laisse rester ici. Je serai ton papa, tout comme je suis celui d'Élodie. Avec le même amour. Molly se jeta dans les bras de Pierre, pleurant de joie pure. « J'ai toujours voulu un papa », sanglota-t-elle contre sa poitrine. « J'en ai rêvé chaque nuit. » Pierre la serra de toutes ses forces, sentant ses propres larmes couler librement. « Et j'ai toujours voulu deux filles incroyables comme vous. » Élodie se joignit spontanément à l'étreinte, formant un cercle d'amour, de larmes heureuses et de promesses pour l'avenir. « Maintenant, nous sommes une vraie famille complète, » déclara-t-elle solennellement. Ils restèrent comme ça pendant plusieurs minutes longues, s'étreignant, pleurant, riant, rêvant de l'avenir qui les attendait. « Comment ça va fonctionner exactement ?» demanda Molly quand ils se calmèrent enfin. « Eh bien, d'abord, nous devons parler à quelques personnes très importantes, des trélodiilleurs sociaux, des psychologues, des juges. Ils poseront des questions pour s'assurer que nous voulons tout cela, du fond du cœur. Et s'ils disent mon nom? Ils ne diront pas non, répondit Pierre avec une conviction totale. Pas lorsqu'ils verront à quel point tu t'intègres parfaitement dans cette famille. Combien de temps ça prend? Quelques mois de paperasse et d'entretien, mais tu resteras ici avec nous pendant tout le processus.
et après tout est terminé, tu obtiendras un nouvel acte de naissance avec mon nom de famille. Tu seras officiellement Molly Laurent. Molly Laurent, répéta-t-elle, lentement, souriante. J'aime vraiment ce nom. Et il y aura une grande fête, ajouta Élodie avec excitation. Pour une fête de nouvelle famille avec un gâteau au chocolat, demanda Molly, espérant. Avec le plus grand gâteau au chocolat du monde, promit Pierre solennellement. Ce soir-là, pendant le dîner, Pierre expliqua patiemment aux filles ce que chaque étape du processus d'adoption impliquait. Élodie posa des millions de questions détaillées, tandis que Molly absorbait tout, dans un silence respectueux, encore en train de traiter l'ampleur du changement qui allait se produire dans sa vie. « Molly, » dit Pierre au moment du coucher, en les bordant toutes les deux. « Es-tu absolument sûr que tu veux ça? Être adopté n'est pas quelque chose que l'on peut facilement défaire plus tard. »« Je suis totalement sûre, » répondit-elle sans la moindre hésitation. « J'ai toujours voulu faire partie d'une vraie famille. » Tu as toujours fait partie de cette famille depuis le premier jour où tu es arrivé. Mais maintenant, ce sera officiel pour que tout le monde le sache. Maintenant, ce sera officiel. Lorsque les filles s'endormirent enfin, l'une dans les bras de l'autre, Pierre resta un moment dans la pièce, les observant dans l'obscurité. En quelques heures, il Élodie prit la décision la plus importante de sa vie depuis qu'il Élodie épousait Maria. Il allait adopter officiellement Molly. Il allait légalement la faire devenir sa fille. Elle faisait déjà partie de la maison. Elle faisait déjà partie de sa vie. Elle faisait déjà partie de la famille, d'une manière qui allait bien au-delà des papiers et des documents légaux. Tout ce qui restait était la paperasse. Et bientôt, très bientôt, cela serait réglé une bonne fois pour toutes. Pierre sourit dans l'obscurité, imaginant le jour où Molly recevrait son nouvel acte de naissance. Le jour où elle deviendrait officiellement Molly Laurent, le jour où une petite fille orpheline aurait enfin une vraie famille à appeler sienne, et une famille incroyablement chanceuse d'avoir trouvé la personne exacte qui lui manquait pour la rendre complète. Le jour était arrivé. Après 8 mois de paperasse, d'entretien, de visite des services sociaux et de voyage au palais de justice, c'était enfin le jour de la décision finale. Pierre se leva tôt, même élodien que son réveil ne sonne. À ses côtés, dans le lit, Élodie et Molly dormaient profondément. Pendant tout le processus d'adoption, toutes les deux Élodiens dormirent ensemble dans le lit de leur père chaque fois qu'elles se sentaient nerveuses ou anxieuses. Et ce soir-là, cela Élodie était l'une de ces nuits-là. Il regarda les deux filles dans le silence du matin. Molly n'était plus l'enfant effrayé et affamé qu'ils Élodien trouvaient en train de fouiller les poubelles. Ses cheveux blonds brillaient de santé. Sa peau rose était teintée. Et surtout, il y élodiait une lumière constante dans ses yeux bleus, la lumière de quelqu'un qui se sent aimé et protégé. « Papa » chuchota Molly, ouvrant lentement les yeux. « C'est l'heure maintenant. »« Pas encore, ma chérie. Il nous reste quelques heures. Je n'ai pas bien dormi, avoua-t-elle. Santa était nerveuse. C'est normal d'être nerveuse. C'est un jour très important. Et si quelque chose se passait mal? Pierre se redressa dans le lit et lui caressa les cheveux. Rien ne va mal se passer, Molly. Rien. Élodie se réveilla en s'étirant. C'est le jour, cria-t-elle en sautant hors du lit. Aujourd'hui, Molly devient une Laurent pour de vrai. 3 heures plus tard, ils étaient au tribunal, attendant d'être appelés. Molly portait sa plus jolie robe, bleu clair comme ses yeux, et tenait un dossier avec tous les dessins qu'elle Élodie réalisait pendant les mois d'attente. Pierre était en costume formel, mais dans son cœur, il battait la chamade. « La famille Laurent », appela un employé. « C'est nous », répondit Élodie avec excitation. Dans le cabinet du juge, tout était plus simple que Pierre ne l'Élodie imaginé. Le juge, un homme aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, posa quelques dernières questions à Molly.
Es-tu sûr de vouloir être adopté par Monsieur Pierre Laurent? Oui, monsieur le juge. Et tu comprends que cela signifie qu'il sera ton père pour toujours? Je comprends, et je veux vraiment cela. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de moi, me protège, me raconte des histoires. Elle hésita, puis continua d'une voix ferme. Et parce que je sens dans mon cœur qu'il est mon vrai père. Le juge sourit. Très bien. Je déclare l'adoption officiellement finalisée. Molly Wilson est maintenant Molly Laurent. Élodie cria de joie. Pierre sentit ses yeux se remplir de larmes. Molly resta immobile un instant, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « C'est fait ?» demanda-t-elle. « Je suis une Laurent maintenant ?»« Tu es une Laurent maintenant », confirma le juge en lui tendant un nouveau certificat. « Félicitations, famille Laurent. » Sur le chemin du retour, Élodie ne cessait de parler. « Maintenant, on est de vraies sœurs », cria-t-elle, avec le même nom de famille et tout. Molly tenait le certificat comme s'il était en or, lisant et relisant son nouveau nom, Molly Laurent. « Papa, dit-elle doucement, je peux t'appeler papa maintenant? Tu as toujours pu, ma chérie, mais maintenant c'est officiel. »« Papa, répéta-t-elle en souriant. Mon papa. » Chez eux, Pierre et Lodiette préparaient une petite surprise. Dans le salon, il y élodiait un simple gâteau au chocolat avec des bougies colorées et une bannière qui disait « Bienvenue dans la famille, Molly Laurent. »« C'est beau !» s'exclama Molly en frappant dans ses mains. « Maintenant, tu peux faire un nouveau dessin, suggéra Élodie pour célébrer. « Bonne idée, faisons-le ensemble. » Les deux coururent chercher du papier et des crayons de couleur. Pierre les regarda en souriant. C'était incroyable de voir à quel point elles étaient devenues de vraies sœurs au sens propre du terme. 1 heure plus tard, elles revinrent avec un nouveau dessin. « Regarde, papa. » Il ressemblait au premier dessin qu'elles élodiens fait ensemble. Mais maintenant, il y élodie 3 figures. Un homme grand au centre, une fille de chaque côté, toutes se tenant par la main. En dessous, en lettres soignées, il était écrit « Maintenant, nous sommes une famille. Où devrions-nous le mettre ?» demanda Molly. « Sur le mur du salon, » suggéra Pierre, avec les autres. Ils allèrent dans le salon, où il y élodiait déjà une petite galerie des dessins des filles sur le mur. Le premier dessin, ami pour toujours, était encadré au centre. Autour de lui, d'autres dessins racontèrent l'histoire de la famille, la maison avec 3 personnes, les châteaux qu'elles élodiaient construits ensemble, les aventures imaginaires. Pierre plaça le nouveau dessin à côté du premier, créant une séquence visuelle de leur parcours. « Ça a l'air parfait, » dit Élodie. « C'est notre histoire, » observa Molly. Tout dessiné. Ce soir-là, pendant le dîner, Pierre fit un petit discours. « Je veux que vous sachiez, toutes les deux, que c'est l'un des jours les plus importants de ma vie. Pas seulement parce que l'adoption a été finalisée, mais parce que notre famille est officiellement complète. Puis-je faire un discours, moi aussi ?» demanda Molly. « Bien sûr. » Elle se leva, sérieuse et solennelle. « Je veux vous remercier de m'avoir choisi, de m'avoir donné un foyer, une sœur, un papa, de m'avoir fait sentir que j'ai une place dans ce monde. » Pierre sentit à nouveau ses yeux se remplir de larmes. « Merci de nous avoir choisis aussi, Molly. » « Et maintenant, » ajouta Élodie dramatiquement, « mangeons du gâteau. » Les jours qui suivirent furent consacrés à l'adaptation à la nouvelle réalité. Molly s'entraîna à signer son nouveau nom, Molly Laurent. Élodie la présenta à tout le monde comme « ma vraie sœur ». Pierre s'occupa des dernières démarches administratives de l'adoption. Mais c'est un après-midi de samedi, 2 semaines plus tard, que le moment que Pierre n'oublierait jamais se produisit. Il était dans le salon, en train de lire des documents de Trélodieille, quand il sentit une présence à côté de lui. Molly était là, juste en train de le regarder. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?»
Puis-je m'asseoir avec toi? Bien sûr. Elle s'installa sur le canapé à côté de lui, restant silencieuse un moment. Pierre remarqua qu'il y élodiait quelque chose de différent dans ses yeux, une émotion profonde, comme si elle rassemblait le courage de dire quelque chose d'important. « Papa, commença-t-elle doucement. « Oui, mon amour, tu sais, hésita-t-elle, puis continua d'une voix pleine d'émotion. « J'ai toujours voulu un papa. » Pierre posa les papiers et la regarda. « Toujours, toujours, depuis que j'étais toute petite, je voyais les autres enfants avec leur papa. Et j'imaginais ce que ce serait d'en avoir un. Ce que ce serait d'avoir quelqu'un pour me protéger, pour me raconter des histoires et me faire sentir en sécurité. Et comment imaginais-tu que ça serait? Je rêvais que mon papa soit gentil, qu'il prenne soin de moi, qu'il me fasse rire, qu'il me parle de choses importantes dans la vie. » Pierre sentit quelque chose se réveiller profondément en lui. « Maintenant, j'en ai un. » Les mots étaient simples, mais tellement pleins de sens que Pierre élodiait l'impression que son cœur allait éclater d'émotion. Il la prit dans ses bras de toutes ses forces, sentant ses propres larmes couler librement. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de me laisser être ton papa. Merci d'avoir voulu être. » Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, enlacés sur le canapé du salon. Père et fille unis, non seulement par des papiers légaux, mais par un amour qui élodiait grandit, naturellement, jour après jour. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Pierre regarda autour de lui dans la pièce. Sur le mur, la petite galerie de dessins racontait toute leur histoire. Cela élodiait commençait par « Amis pour toujours », passait par des dessins de châteaux et d'aventures et se terminait par « Maintenant, nous sommes une famille ». Il n'y élodiait pas de luxe dans ses dessins, pas d'exagération ou de sophistication. Ce n'étaient que des gribouillages d'enfants, faits avec des crayons de couleur bon marché. Mais il racontait la plus belle histoire que Pierre connaissait. L'histoire de 3 personnes solitaires qui s'étaient trouvées, et Élodie informait une famille. « Papa, » dit Molly, suivant son regard, « tu penses que ma grand-mère peut nous voir du ciel? » « Je pense que oui. »« Tu penses de qu'elle est heureuse? » Pierre pensa à Marguerite Dubois, la femme digne qui élodiait élever Molly avec tant d'amour. Il pensa à quel point elle serait fière de voir sa petite fille maintenant, aimée, protégée, faisant partie d'une vraie famille. « Je pense qu'elle est très heureuse, » répondit-il, « et très fière de toi, et de notre famille, et de notre famille. » Élodie apparut dans la pièce à ce moment-là, revenant de jouer dans le jardin. « De quoi vous parlez? »« De notre famille, » répondit Molly. « Notre famille est la meilleure du monde, » déclara Élodie, en se jetant sur le canapé entre eux. Pierre regarda les 2 filles, l'une de chaque côté de lui. Élodie, sa fille biologique, qui élodiait trouvée en sa sœur adoptive, la compagne qu'elle élodiait toujours souhaitée. Molly, sa fille de cœur, qui élodiait apporter une nouvelle joie et une perspective différente sur ce qui comptait vraiment dans la vie. C'est, acquiesça-t-il, la meilleure du monde. Cette nuit-là, lorsqu'il alla coucher les filles, Pierre s'arrêta encore une fois à la porte de la chambre. Élodie et Molly parlaient tranquillement au lit, planifiant les jeux du lendemain. « Molly, » dit Élodie, « tu te souviens quand tu étais juste mon amie? » « Je me souviens. Ça semble si loin maintenant. Maintenant, tu es ma sœur pour toujours. » « Pour toujours, même quand on sera vieille. Même quand on sera vieille et qu'on aura des enfants et que nos enfants seront cousins, ils le seront. Et on leur dira comment on s'est rencontrés. » Pierre sourit dans le noir. Les 2 filles planifiaient déjà le futur, des décennies à l'élodience, toujours en se comprenant et en se reliant l'une à l'autre. Plus tard, seul dans le salon, il regarda à nouveau les dessins sur le mur. C'était une simple galerie sans cadre cher, ni arrangement sophistiqué,
Mais elle racontait une histoire d'amour pur, d'une famille née du cœur, de comment les meilleures choses dans la vie ne coûtent pas d'argent. Le premier dessin, deux filles se tenant par la main, et l'audite était le début de tout. Le dernier, trois figures s'enlaçant, en était la conclusion parfaite. Entre eux, tous les autres dessins montraient le parcours. Jeux, aventures, moments de découverte et de croissance. C'était la documentation visuelle de comment une amitié était devenue un amour fraternel et comment un homme solitaire, Élodiette, redécouvert la joie d'être père. Pierre sortit son téléphone et prit une photo de tout le mur. Il voulait sauvegarder ce moment, cette histoire racontée à travers les dessins d'enfants, parce que là, dans ces simples gribouillages, il y élodiait la preuve que les plus belles familles ne naissent malins pas. Elles se construisent jour après jour, dessin après dessin, câlin après câlin. Pas de luxe, pas d'exagération, juste de l'amour. Et l'amour, Pierre l'Élodier appris, était plus que suffisant pour construire une famille parfaite. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide à recommander cette histoire à plus de gens. À bientôt dans la prochaine.